Bonjour, je suis Serge Renoir, représentant syndical du SNALC, un syndicat d'enseignants. Je suis représentant syndical dans l'Académie d'Aix-Marseille et dans cette vidéo, je vais essayer de vous en apprendre un peu plus sur les heures supplémentaires. Alors commençons directement, les enseignants n'ont pas droit aux heures supplémentaires. Assez racoleur comme titre, mais en fait si on regarde effectivement dans les textes, le décret 2002-60 précise que seuls les cadres B et les cadres C ont droit aux heures supplémentaires, ce qui signifie que les enseignants, cadre A, n'y ont pas droit. Vous voyez, c'est précisé dans le décret. Donc si je rajoute à ça, je peux avoir un document officiel qui lui aussi précise des choses. Alors, si jamais vous avez des soucis, ne vous inquiétez pas, je mettrai dans la description en dessous de la vidéo l'ensemble des liens que je cite ici pour que vous puissiez vous-même vous faire une idée à partir des textes officiels que je cite, bien entendu. Pour les enseignants, effectivement, on parle d'heures supplémentaires, on devrait parler d'heures surnuméraires quand il y a dépassement des ORS. Les ORS, mais qu'est-ce que c'est? Quelque chose de très important à savoir, mais évidemment c'est pas le cas de cette vidéo, mais je vais tout de même un peu en parler. Elles sont fixées par le décret 2014-940 qui fixe les obligations réglementaires de service des enseignants, les ORS. Et vous voyez que ces ORS sont différentes suivant le corps auquel vous appartenez. Si vous êtes agrégé, vos ORS sont de 15 heures devant élèves par semaine. Si vous êtes certifié, 18 heures. Si vous êtes professeur d'éducation physique et sportive, 20 heures. Professeur documentaliste, 30 heures. Et 6 heures de contact avec les enseignants, ce qui fait que vous avez 36 heures. Mais si vous êtes devant élèves, normalement, chaque heure doit compter double, ce que rarement fait, bon bref. Toujours est-il que vous avez un traitement qui est lié à ces ORS, mais qui est lié, attention, à deux choses. Tout d'abord, le travail visible, les ORS, les 18, 15 ou 20 heures devant élèves, ce qu'on pourrait appeler le travail visible, mais attention, cela prend en compte aussi le travail dit invisible, travail de préparation, de correction de copies, de préparation des réunions, de conseils donnés aux élèves en dehors des heures de cours, quand ils viennent, quand on les voit, ou même dans les heures de cours. Toujours est-il que ce traitement correspond à un travail visible et un travail invisible. Mais attention, justement, comme il prend en compte travail visible et invisible, ce n'est pas un salaire, il n'est pas lié à un travail, mais lié à une fonction. Maintenant que les choses sont claires sur la définition des heures supplémentaires, voyons ce qu'il existe comme type d'heures supplémentaires. En effet, il existe plusieurs types d'heures supplémentaires, mais chaque heure supplémentaire se base sur un principe simple, on parle de dépassement du travail visible. Vous vous souvenez, je parlais des ORS, donc il est important d'avoir à l'idée que ces heures supplémentaires sont payées pour un travail visible. Alors, travail visible, mais pas seulement, c'est ce qu'on va voir juste après. Notamment dans un document, les repères et référentiels statistiques de 2004, qui est aussi dans la description en lien, on parle de deux types d'heures. Premier type d'heures, on parle des HSA, heures supplémentaires années, qui sont payées sur 36 semaines. Donc si vous faites une HSA, on vous paiera 36 HSA dans l'année. Ouf! En fait, ceci correspond à une heure de cours classique qui est intégrée à l'emploi du temps. Il existe aussi, c'est à noter, des HSE, des heures supplémentaires effectives qui, elles, ne sont payées que quand elles sont faites. Par exemple, quand vous avez une activité supplémentaire à faire avec des élèves et que votre chef d'établissement décide de vous les rémunérer en HSE parce qu'elles ne sont que ponctuelles. Ces HSE sont effectivement des heures qui se font de façon ponctuelle et qui ne sont pas régulières tout au long de l'année. Alors c'est pour ça que c'est important car vous le voyez, elles correspondent à un travail visible et invisible pour la HSA, c'est-à-dire qu'on considère que pour cette heure de cours, vous avez de la préparation et des corrections, alors que pour la HSE, même s'il y a du travail à côté, on considère que principalement c'est du travail effectif qui est fait devant élèves. Donc on ne prend pas en compte le travail invisible. Il ne faut pas oublier un dernier type d'heures qui existe depuis quelques années, qui sont les HSR, décrites dans le décret 2005-1035, qui sont des heures supplémentaires de remplacement, c'est-à-dire que quand un collègue est absent, le chef d'établissement peut demander à un collègue volontaire d'effectuer un remplacement. Il sera payé en HSR, il n'y a pas de limite, on le reverra juste après. Par contre, elles correspondent plus ou moins à des HSE. Voilà pour les types d'heures supplémentaires. Autre question que l'on pose souvent sur les heures supplémentaires, c'est-à-dire le nombre que l'on peut ou même que l'on doit en accepter par année. Alors là, vous allez voir, ça va dépendre du type d'heures supplémentaires.
Alors, première règle très importante à comprendre, comme il n'y a pas d'heures supplémentaires pour les cadras, oui, souvenez-vous, j'ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas de maximum pour les heures supplémentaires que l'on peut prendre ni pour les HSE, ni pour les HSA, il n'y a aucun maximum qui ne peut être dépassé. Donc ça dépend évidemment de l'arrangement entre le professeur et le chef d'établissement. Si le professeur est prêt à accepter 10 HSA, il peut en avoir 10. Il n'y a pas de maximum. Pour les HSR, par contre, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que dans le texte, il est prévu, ne peuvent être tenus de dépasser, mais enfin, ne peuvent être tenus, ça veut dire que si les enseignants sont d'accord, ils peuvent évidemment dépasser ce nombre d'heures qui est indiqué dans le décret. Alors, chose importante, on compte ces heures supplémentaires à partir de l'ORS. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure là-dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dépassez l'ORS, vous tombez sur une HS, HSE ou HSA, principalement HSA quand on parle de l'ORS. Donc regardez bien, si jamais votre ORS a changé, comme par exemple si vous êtes un certifié, donc 18 heures normalement d'ORS, qui est sur 2 établissements, il a une diminution de son maximum de service qui est d'1 heure, donc son ORS n'est plus de 18 mais de 17 heures. Ça veut dire qu'on va compter à partir de la 17e heure, toutes les heures faites comme une heure supplémentaire. Par contre, et c'est important, le chef d'établissement ne peut pas en imposer plus d'une. C'est-à-dire il peut en imposer une heure supplémentaire, HSA, mais il ne peut pas en imposer plus d'une seule. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le décret 2014-940, effectivement, pour l'instant, un enseignant n'est tenu que d'accepter une heure supplémentaire au-delà de ses ORS. Je dis pour l'instant parce que vous allez voir plus tard que peut-être cela... Oui, alors j'ai mis en pause là, oui, parce qu'effectivement ce que je suis en train de dire, pas plus d'une heure supplémentaire peut-être à imposer à un enseignant, en fait ça va être faux. En 2019, pour la rentrée 2019, un décret est passé et ce décret modifie, eh oui, le 2014-940 qui régit nos obligations statutaires. Regardez là, vous avez écrit version applicable au 1er septembre 2019 et là, il est écrit... Et oui, il est écrit 2 heures supplémentaires, donc félicitations, merci à notre ministère. Maintenant, on peut nous imposer 2 heures supplémentaires, sachant qu'évidemment, elles sont nettement moins payées que les autres heures qu'on fait. Hein, oui, parce que ce ne sont pas des heures... Mais bon, là, je vous dis pas trop. Vous allez voir, je vais l'expliquer dans la suite de la vidéo. Seulement, je voulais apporter cette correction. Maintenant, c'est 2 heures supplémentaires que le chef d'établissement peut vous imposer dans votre emploi du temps et non pas une seule. Bon, allez, je vous laisse avec la suite. Va changer. Mais quitte à parler des limites pour les HS, là on parle de quelqu'un qui a un ORS complet, mais que se passe-t-il pour une personne qui est à temps partiel? Alors, dans le cadre du temps partiel, évidemment la gestion des heures supplémentaires HSE ou HSA va être différente de la personne qui est en temps complet. Alors, ceci se retrouve dans l'article R911-6 du Code de l'éducation, ouais, voilà, il est là, hein. C'est clair, hein, je crois que c'est clair. Bon, alors pour que ce soit plus clair, je vous montre une présentation de la rentrée 2014 qui a été faite pour une circulaire de rentrée qui sera plus claire. Voilà, en fait, il est précisé que pour une personne à temps partiel, elle ne peut pas prendre d'HSA, elle ne peut prendre que des HSE si et seulement si cela ne l'oblige pas à dépasser son traitement à temps complet. C'est-à-dire que quand vous êtes à temps partiel, vous ne pouvez pas dépasser votre traitement à temps complet, même en prenant des heures supplémentaires, HSE ou HSR d'ailleurs, les HSA étant totalement interdites dans le cadre du temps partiel. Alors voilà pour le temps partiel, prenons un autre cas un peu particulier, celui des contractuels. Alors pour le cas des heures supplémentaires pour les contractuels, je vais prendre simplement une référence syndicale, le guide du SNAC des contractuels, vous le trouverez aussi en lien dans la description, à la page 21, il est écrit que les contractuels ont droit aux HSA ou aux HSE, toujours par rapport à leur maximum d'ORS déterminé dans leur contrat. Vous voyez ici d'ailleurs la grille de paiement de ces heures supplémentaires, donc ils ont les mêmes droits que les fonctionnaires d'État en tant que contractuels. Finissons ce petit tour des cas de l'éducation nationale, après avoir fait le second degré, les temps partiels, les contractuels, pensons évidemment à nos collègues de premier degré. On entend souvent dire que les collègues de premier degré n'ont pas droit aux heures supplémentaires. Alors c'est vrai et pas tout à fait vrai en même temps. Si on regarde ce bulletin officiel de 2010, on voit que les professeurs des écoles ont droit de se faire payer des travaux supplémentaires effectifs. Alors que sont ces travaux supplémentaires effectifs? Ça peut être un service d'enseignement, un service d'études surveillées ou un service de surveillance. Mais attention, il y a 2 conditions à remplir. Il faut absolument que ce soit en dehors du programme officiel, c'est-à-dire pas une obligation statutaire, et que ça se fasse en dehors du temps de présence obligatoire des enfants à l'école. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des heures qui soient faites en
en dehors du programme, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas compris dans le programme obligatoire, et qu'ils soient en dehors du temps de présence obligatoire des élèves. Alors ça fait deux conditions qui sont délicates à remplir pour qu'elles soient payées. Quant à savoir comment elles sont payées, vous avez ici le calcul, on prend le traitement brut moyen de l'échelon de classe normale notamment, et on le divise par différents coefficients pour obtenir le paiement de travail supplémentaire effectif. Alors maintenant que les choses sont un peu plus claires sur ces heures supplémentaires, voyons voir ce que peut nous réserver notre ministère à l'avenir. L'avenir ou pas. En fait, il faut savoir que comme notre travail dépend d'un statut, c'est-à-dire qu'il dépend de textes, de décrets, de lois, ce travail peut changer évidemment au gré des ministères en fonction des textes et lois qui sont votés. Par exemple, notre ministère veut en 2009 imposer une deuxième heure supplémentaire en plus de la première que l'on peut nous imposer, c'est-à-dire que l'enseignant serait dans l'obligation d'accepter 2 heures supplémentaires et non plus une seule. Pour information, j'en parlerai plus tard, cette deuxième heure ne serait évidemment pas majorée comme la première. Comment on peut savoir ça? Simplement, en tant que syndicat national et représenté au ministère, on a accès au compte rendu des ministères, des comités techniques ministériels, CTM, qui montrent qu'en février 2019, la proposition est passée en CTM. Vous voyez aussi d'ailleurs que le vote a été totalement contre de la part des syndicats. Maintenant, est-ce que ça empêchera le ministère d'aller plus loin? La question se pose. Deuxième chose qui va changer, ou pas en tout cas, normalement, c'est la défiscalisation. Alors attention, on parle de défiscalisation, mais en fait c'est une désocialisation des heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas totalement défiscalisées, mais que seulement une partie des retenues pour part sociale seront enlevées de ces heures et que elles ne rentreront pas dans le calcul pour le traitement, le revenu pour les impôts jusqu'à un total de 5 000 € par an, ce qui correspond entre 3 et 4 heures supplémentaires dans l'année. Si vous êtes au-delà, elles seront fiscalisées et socialisées totalement. Alors, vous le voyez, je ne suis pas un spécialiste du droit fiscal, donc je vous dirige vers le blog de Julien Delmas qui est très bien fait et qui vous expliquera nettement mieux que moi ces petits détails entre socialisation, fiscalisation des heures supplémentaires. Bon, c'est pas tout ça, on parle d'HSA, on parle d'HSE, mais on n'a toujours pas parlé argent. Pourtant, il y avait les petits cochons au début, hein, je comprends pas. Alors justement, parlons argent. Alors première chose, HSA et HSE ne rapportent pas la même chose, n'ont pas le même coût. Alors comment calculer le coût d'une HSE ou d'une HSA? Alors ce coût va dépendre du corps dans lequel vous êtes. Si vous êtes certifié agrégé PE, vous n'aurez pas le même coût d'HSA ou d'HSE. De même, selon le grade, si vous êtes hors classe ou classe normale, le coût d'une HS ne sera pas non plus le même. Par contre, attention, si vous êtes classe exceptionnelle, en fait, va vous considérer comme si vous étiez hors classe. Non, le ministère n'a pas créé une HS exprès pour les classes exceptionnelles. Autant gagner de l'argent, ça serait dommage. Alors, comment est-ce que je calcule une HS? Je regarde dans le décret numéro 50-1235. Vous avez ici, pour l'HSA, le décret qui vous précise... ouais, alors c'est un peu touffu, donc on peut faire plus simple. Vous prenez le traitement brut du grade, donc classe normale par exemple, et vous le multipliez par 9/13e. Ça vous fera ce que l'État doit vous payer pour une HSA à l'année. On parle là de revenus bruts annuels. Pour l'autre, l'HSE, vous avez le même texte, enfin non, c'est pas le même texte, mais bon, alors là pareil, on peut simplifier. Il faut prendre la moyenne du traitement brut du grade, le multiplier par 1/36e pour avoir le coût d'une HSE. Alors attention, elle peut être majorée de 25% ou minorée de 50% suivant le type de travail que vous faites pour l'HS par exemple, pour les HSR ou pas. Le coût ne sera pas le même. Alors maintenant qu'on en voit combien ça coûte, ça ne dit toujours pas combien moi je vais gagner. Hein. Alors vous avez vu, ça dépend du corps, du grade, donc ça va être différent. Je vais vous montrer ça à la suite, mais c'est un peu touffu quand même. Si nous faisons le calcul, attention, je dois vous avertir, quand vous faites une HSA, vous gagnez moins que lorsque vous faites une heure normale de cours. Oui, puisqu'on multiplie par 9/13e, par exemple, c'est pas 100%. Hein. Prenons un tableau. Oui, alors il est très... parce que j'ai mis le maximum de cas, c'est un tableau que vous trouverez en lien, hein, qui est partagé par le SNAL, qui permet de calculer et de voir combien on perd en pourcentage en fonction de son heure et de son grade, de son corps, mais on va prendre deux exemples. Premier exemple, alors un agrégé classe normale 3e échelon avec ses ORS de 15 heures par semaine. Donc il gagne à peu près 28 000 € bruts par an lorsqu'il est au 3e échelon et ça lui fait des ORS de 540 heures dans l'année, ce qui fait environ 52 € de l'heure
devant élèves. Je parle là que de ce que l'on voit, le travail invisible. S'il passe 10 heures à corriger ses copies ou s'il passe 100 heures à corriger ses copies, c'est son problème. Donc il est payé chaque fois qu'il est devant élève, 52 € et quelques. Maintenant, s'il prend une HSA, donc vous avez ici le coût de l'HSA, on lui paye cette HSA pour 36 heures de présence devant élève. Voilà ce que va lui rapporter son HSA. Ah, vous avez vu la différence avec le... Parce qu'en fait, c'est pas son traitement à lui qu'on prend, c'est le traitement moyen du grade. Alors, si on part maintenant d'une autre HSA qui, elle, n'est pas majorée de 20%, parce que la première HSA est toujours majorée de 20%, vous voyez que là, il y a encore une petite différence. Prenons un autre exemple. D'accord, maintenant on a pris un agrégé, prenons un certifié en fin de carrière. Donc voilà un certifié hors classe qui est au 3e échelon. Donc même chose, ses ORS, vous voyez que effectivement comme il fait 18 heures par semaine, ça fait plus d'heures dans l'année, son salaire brut, ce qu'il gagne, son HSA majoré de 20%, là-dessus. Vous avez remarqué, quand il fait une HSA, il gagne moins que quand il fait une heure de cours. En fait, ça fait faire des économies à l'État aussi. Hein. Donc quand vous prenez des HSA, vous acceptez d'être moins payé que pour vos heures normales de cours, même si elles impliquent exactement le même travail, même si elles impliquent des conseils de classe supplémentaires, des réunions parents-prof supplémentaires. Ah, donc n'imaginez pas que vous êtes gagnant en fait. Hein. Enfin si, vous êtes gagnant parce que vous gagnez plus, mais vous travaillez beaucoup plus pour être moins payé par rapport à ce que vous faisiez avant. Notamment, je pense à nos collègues d'art plastique ou d'éducation musicale en collège, hein. Une HSA, c'est une classe en plus, avec toutes les réunions, les conseils de classe, etc. à remplir. Donc pensez-y quand vous acceptez des heures supplémentaires. Alors par contre, effectivement, chose importante à savoir, ces HSA sont payés en 9e, c'est-à-dire que vous avez la somme à l'année qui va être divisée en 9 et qui va être payée d'octobre jusqu'à juin, 9 mois. Même si vous en faites en septembre, il faut les faire, elles sont payées plus tard puisqu'elles sont payées sur l'année. Deuxième chose importante, quand vous êtes absent, quel que soit le jour d'absence, même si vous n'avez pas d'heures supplémentaires ce jour-là, d'ailleurs vous remarquerez que dans les emplois du temps, il n'y a pas écrit que c'est celle-là l'heure supplémentaire, c'est pas précisé. Donc quand vous avez un jour d'absence pour maladie ou pour une autre raison, par exemple un congrès syndical, on vous retient automatiquement un 270e de vos heures supplémentaires annuelles, hein, parce que les heures supplémentaires effectives, elles sont payées que quand elles sont faites, donc celle-là c'est réglé. Mais n'oubliez pas, un jour d'absence, c'est un 270e d'HSA qui est retenu à chaque fois. Une petite conclusion, effectivement, puisqu'ici vous êtes dans une vidéo syndicale, le SNALC qui fait cette vidéo pour informer ses adhérents et les autres pour les conduire au mieux et les renseigner au mieux dans leur carrière. D'abord, prendre une heure supplémentaire, c'est certes gagner plus d'argent, puisque suivant où vous en êtes dans votre carrière, par exemple certifié hors classe, ça sera environ 1500 € brut à l'année, donc effectivement ce n'est pas négligeable. Toutefois, il faut être clair que c'est du travailler plus pour gagner un peu plus. Oui, parce qu'il faut bien être au clair là-dessus, c'est accepter d'être sous-payé pour le même travail que ce qu'on faisait avant. Oui, puisque les ORS sont nettement mieux payés, vous allez voir qu'à partir du 2e ou 3e échelon, vous perdez de l'argent par rapport à une heure d'ORS. Donc, c'est aussi une façon de dévaloriser le travail régulier. Le vôtre, hein, pas celui de vos collègues forcément, le vôtre. En effet, on entend parfois dire, ben finalement un prof peut travailler plus, même s'il gagne moins puisqu'il l'accepte déjà. Et oui, accepter une heure sup, c'est dire qu'on peut travailler la même chose pour moins d'argent. Et enfin, ce n'est pas contraindre l'administration à ouvrir des postes. Pourquoi ils pourraient ouvrir des postes, puisque finalement ils coûtent plus cher et qu'il y a toujours des collègues pour prendre des heures sup, ce qui finalement permet de ne pas créer de postes. Alors vous me direz, ils vont faire des contractuels. Oui, mais c'est embaucher quelqu'un. Donc effectivement, c'est limiter l'emploi aussi dans la fonction publique. Alors, on peut faire un petit calcul. Donc si on prend la moyenne des ORS, alors c'est une moyenne faite à l'emporte-pièce, hein, c'est la moyenne du coût des heures pour chaque ORS. Je sais qu'il faudrait le préciser par rapport au nombre de personnel, par rapport aux cohortes, etc. Mais bon, faisons ce calcul rapide, il est de 69 €. Une ORS coûte en moyenne 69 € s'il y avait autant de classes exceptionnelles que de classes normales, c'est pas le cas, c'est un calcul rapide. Si on regarde pour la première HSA, elle coûterait 49 €. Et pour les HSA suivantes, elle coûte 41 €. Et pour les HSE, vous pouvez le voir comme moi. Imaginez que dans le secondaire, nous sommes 500 000, un peu plus de 500 000 enseignants en 2018. Donc, si on impose des HSA, en plus, comme veut le faire le ministère actuellement, on peut faire disparaître à peu près 28 000 postes. 28 000 postes qui devraient être payés en ORS à 69 € de moyenne, qui seront payés par des HSA à 49 € de moyenne.
Je vous laisse faire le calcul. Vous voyez que là, quant aux décisions du ministère pour modifier notre statut, on n'est pas du tout dans un choix pédagogique, mais plutôt dans un choix totalement budgétaire pour faire des économies. Alors on nous dit que c'est pour revaloriser le salaire des enseignants. Oui, mais qui a mis ce salaire à mal? Évidemment, c'est l'administration qui l'a fait et qui nous pousse à prendre des heures sup pour avoir un salaire décent, alors que finalement, c'est juste pour faire des économies. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les renseignements nécessaires. N'hésitez pas à la partager le plus possible pour donner les informations à l'ensemble des collègues qui pourraient en avoir besoin. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter un représentant du SNALC. Nous sommes nationaux, vous pourrez facilement nous trouver et nous aurons des réponses pour vous. Donc je vous dis à bientôt.